c'est pas une émission sur le bonheur d'être ensemble, mais sur les couples qui durent. Donc vous comprenez qu'on va parler des couples heureux et des couples malheureux, mais qui ne se séparent pas. Et il ne suffit pas d'être beau et riche pour pouvoir quitter quelqu'un. En fait, c'est plus compliqué que ça, ces histoires. Il y a quelque chose qui relie les gens dans un couple. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, je le reconnais bien là, tiens, Maximilien Bachelard, comment ça va Maximilien ? Ça va bien. Voilà, je rappelle que vous êtes docteur en psychologie, psychothérapeute et président de l'Institut du Comment, et vous laissez passer la Saint-Valentin pour nous parler du secret des couples qui durent. Exactement. D'ailleurs, je fais une petite aparté, vous parlez de l'Institut du Comment, mais l'Institut du Comment a donné sa première conférence pour l'association des femmes chefs d'entreprise il y a quelques jours, et c'était un moment très intéressant devant 120 chefs d'entreprise, femmes, qui finalement se rassemblent. C'est une association qui date de 1945, qui a été créée d'abord en France, qui est internationale et qui rassemble des femmes qui se retrouvent autour de certaines questions pour briser l'isolement finalement de la femme chef d'entreprise. Donc je fais un petit coucou à Karine et Nadia qui se reconnaîtront et qui m'ont proposé de venir faire cette conférence. D'accord. C'était super. Quelle était la thématique ? Être soi au travail, est-ce que c'est un facteur de réussite ou est-ce que c'est un facteur d'échec ? Voilà. Un vaste sujet, mais on n'en parlera pas là. Là, on va parler du couple, mais petite parenthèse quand même, que je reviens dedans. Il y avait des parallèles entre le travail et le couple. Voilà. Entre l'entreprise et le couple. Il y en a souvent. Il y a beaucoup, mais je me rends compte avec le temps. Est-ce qu'on se comporte au boulot comme on se comporte dans son couple ? Vous avez 3 heures. Mais les gens m'ont renvoyé ça au fur et à mesure des vidéos. Ils m'ont dit, mais c'est un peu la question du boulot aussi qu'on peut retrouver. Voilà. Donc aujourd'hui, les secrets des couples qui durent. On va aborder ce thème-là. On aurait pu appeler ça « Comment les couples arrivent à ne pas se séparer ». Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. En fait, je vais pas faire d'émission centrée uniquement sur les belles raisons toutes sucrées qui font que les gens ne se séparent pas. Marie-Claire, encore, vous dira que... Le journal. Le journal. Oui, Marie-Claire, pas Marie-Claire qu'on connaît de la compta. Marie-Claire, le journal, vous dira qu'il faut sourire, qu'il faut faire 7 minutes de câlin par jour et qu'il faut appliquer des principes de communication non violente pour que tout aille bien dans un couple. Puis, on vous suggérera qu'il faut pas hésiter à aller voir un psychologue, puis 2, puis 3, pour croiser les avis, comme si les gens devaient toujours remettre leurs décisions à quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas une émission aujourd'hui. Et c'est là où c'est ces petites vidéos en tourloupe. C'est pas une émission sur le bonheur d'être ensemble, mais sur les couples qui durent. Donc vous comprenez qu'on va parler des couples heureux et des couples malheureux, mais qui ne se séparent pas. Et il ne suffit pas d'être beau et riche pour pouvoir quitter quelqu'un. En fait, c'est plus compliqué que ça, ces histoires. Il y a quelque chose qui relie les gens dans un couple. Et on ne peut pas tout expliquer. Il y a l'histoire du coup de foudre, il y a l'histoire de la chimie, mais il y a des déterminants qu'on pourrait dire inconscients, qui nous rattachent mécaniquement. Et les gens qui peuvent m'appeler pour des consultations me renvoient assez souvent ça. Mécaniquement, certaines personnes essayent de frénétiquement faire refonctionner quelque chose. Les habitudes, l'envie, l'amour. Et ça ne fonctionne pas parce qu'il y a quelque chose qu'on ignore qui semble cassé, qui semble érodé. Donc, parfois même c'est couru d'avance. Ça veut dire que c'est impossible dès le départ. Et la souffrance vient la plupart du temps de l'insistance des deux à vouloir faire en sorte que ça fonctionne. Donc, je vais vous parler un peu des couples malheureux pour commencer. Quel est le petit secret, et je vais vous en détailler plusieurs, qui font que ces couples durent quand même. Ça, c'est un premier chose-trap. Voilà, c'est les couples malheureux qui restent ensemble. Voilà, c'est le premier chose-trap du thérapeute de couple, c'est de s'imaginer que finalement, si on reste ensemble, on est heureux. Mais en fait, on pourrait postuler que c'est pas forcément le cas. On peut être malheureux pour plein de raisons. Un couple qui se sépare parce que monsieur passe beaucoup de temps avec ses amis, alors que ça conviendrait très bien à d'autres femmes d'avoir du temps pour elles. Des femmes qui quittent aussi parce que monsieur ne s'occupe pas des enfants ou du foyer, alors que d'autres, on le sait, acceptent ça durant toute une vie. Donc, notons que la majorité du temps, tout était donc bien visible dès le départ. Donc, le cas classique que j'entends de plus en plus, monsieur, il y a 20 ans, ne faisait pas à manger, ne faisait pas la vaisselle, ne faisait pas les réparations de la voiture. Il jouait aux jeux vidéo tous les week-ends. Aujourd'hui, il a 38 ans, il continue à jouer aux jeux vidéo tous les week-ends. Et il fera exactement pareil, y compris quand il deviendra papa, malgré ce qu'il se promet à lui-même et malgré ce qu'il promet à madame. Donc, il y a d'autres personnes, et ça revient souvent, cette question, qui quittent pour infidélité du mari. Ça peut être aussi de la femme, faut pas l'oublier. Mais certaines femmes s'en fichent en fait et restent parce qu'il est plus gentil après tout. Parce qu'il est plus coupable, donc plus malléable, ou parce que finalement, en fait, elles en ont fait autant
donc les compteurs sont remis à zéro, ou parce qu'elles veulent garder un père sous la main pour leurs enfants. Donc on peut aussi ne pas sanctifier la question de la fidélité sexuelle. Bref, on n'a pas tous les mêmes valeurs. Ah, vous êtes sérieux quand vous dites ça? Oui, je suis très sérieux. Ah, mais je sais bien que ça va choquer du monde, mais en même temps on peut parler de la vérité. Ici, on est là pour ça. D'accord. Ceux qui sont... Elles connaissent l'infidélité du mari. Ah ouais? Mais elles se disent, écoute, de toute façon, comme ça, il aura des choses à se faire pardonner, donc je vais en faire ce que je veux. Ah, mais en fait, la nature humaine est un peu plus compliquée que ça. Ouais, exactement. Les gens peuvent être dans une dette, ils peuvent aussi retrouver un pouvoir sur l'autre. On peut avoir le mari dominant qui va se sentir tellement mal que madame va pouvoir reprendre le pouvoir de manière autoritaire ou sur la carte bleue, ou alors pouvoir trouver une certaine liberté que monsieur va lui céder, en fait, un petit peu comme s'il réglait sa compta. Donc, on pourrait presque faire une émission sur le couple et l'argent. Donc, il y a toute une symbolique derrière. Donc, ceux qui sont malheureux et restent ensemble le font pour plusieurs raisons, plusieurs explications plutôt, et ça peut avoir plusieurs fonctions qui peuvent se superposer. Donc, je vais vous donner des thèmes, et vous inquiétez pas, vous allez forcément penser à certaines personnes autour de vous. Première possibilité du fait qu'on est malheureux mais qu'on reste ensemble, c'est le mariage forcé, ou arrangé, ou arrangeant. La question, c'est pour qui. Mais ce qui est intéressant, c'est que certains mariages arrangés marchent très bien, parce qu'ils poussent les gens à se connaître et à s'ajuster, et ça permet de sortir d'une illusion parfois destructrice du coup de foudre. J'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « mais vous savez, j'ai eu le coup de foudre pour lui il y a 10 ans ou pour elle il y a 10 ans ». Et donc quand ils me disent ça, souvent c'est « je suis maudit, la malédiction est là ». En gros, c'est le mektoub, c'est écrit, je ne peux pas faire autrement, j'ai encore mon cœur qui bat comme à l'époque, et ça va pas du tout, et je ne peux pas m'en sortir. Je vois que votre vocabulaire progresse. Exactement. Vous avez Machallah, et maintenant on a Mektoub. Maximilien, vous êtes parfait. Et d'ailleurs, même si on a une image parfois horrible de cette histoire de mariage arrangé, je voulais quand même signaler aux gens que ça ne nous empêche pas d'applaudir M6 qui a institué le mariage arrangé laïque auprès de la population française. Je me demande quels sont les psys qui ont été sollicités pour participer à l'émission d'ailleurs. Je ne vous en dirai pas plus. Deuxième point, c'est l'espoir. Mais j'ai de l'espoir que ça change et qu'elle change, vous savez. L'espoir, c'est un vrai carburant. Il en faut, mais quand il y en a trop, ça peut tendre vers une sorte de bêtise un peu triste. Parfois, en plus, l'autre alimente ça, en nous faisant croire qu'il va changer. Et ça peut se décliner, on peut aller jusqu'au bout sur l'idée d'une fonction thérapeutique bloquée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, je veux changer l'autre, et tant qu'il ne change pas, je reste. Ce qui est intéressant comme phrase, parce qu'on pourrait se dire, je veux changer l'autre, et s'il ne change pas, je me barre. Mais en fait, tant qu'il n'a pas changé, je vais rester. Donc vous voyez, cette notion de bras de fer est très importante, parce que dans les couples, parfois, il y a des bras de fer comme ça, complètement dingues, qu'on vient servir au thérapeute. Et bien bête sera le thérapeute qui se dira, moi je vais réussir à arrêter le bras de fer comme ça. Troisième possibilité, ça va vous paraître bizarre, ça se superpose parfois, c'est la question de la rivalité par la possession du partenaire. Pourquoi je reste avec mon mec? Parce que finalement, ça vient bien déranger ma belle-mère, à savoir sa mère, ou ça vient déranger mon beau-père. Ça peut vous paraître bête, évidemment, ça n'est pas une explication ultime à tout, mais on sait que quand ça fait longtemps qu'on se bat pour obtenir quelque chose, on peut rajouter un peu plus d'intensité dans le bras de fer quand il y a des conflits entre les familles. Et donc, il n'est pas compliqué, on l'entend assez souvent dans certains types de familles, en fonction de certaines cultures, j'ai demandé à mon mari de choisir comme un grand, de me privilégier, mais je vois qu'à chaque fois, il veut faire aussi plaisir à sa mère. Et donc là, on sent la rivalité complète, et on est encore moins prêt à lâcher. Un autre point, c'est de passer des compromis à la compromission. C'est-à-dire, j'ai accepté des choses dans mon couple et à force, j'en perds mes valeurs, mon intégrité, et plus j'ai dû accepter, moins je suis prêt à partir. Comme dans la vidéo que j'ai fait à une certaine époque qui était pourquoi c'est difficile de se séparer, c'est la question de l'investissement. J'ai tellement mis d'argent dans cette maison, dans cette voiture ou dans ce couple que finalement, je ne vais pas m'en séparer comme ça. Un autre point, et alors ça, c'est quand même plus souvent une spécialité des femmes, se dire que le souci n'est finalement peut-être pas l'autre, mais que c'est nous-mêmes. Et donc là, c'est merveilleux,
Parce que comme je vous l'ai dit, je le dis souvent, parfois les femmes peuvent être les meilleures avocates de leur mari, même quand il a fait les pires horreurs. Et donc la femme va se dire, mais il y a peut-être un souci, donc je vais aller consulter un 4e ou un 5e psychologue, parce que quand même, j'ai cette démarche d'honnêteté de ne pas tout lui mettre sur le dos. Donc au lieu de me dire, peut-être je vais me séparer, eh bien je vais changer le projecteur, je vais le braquer sur moi, et je vais bien aller gratter au fond pour savoir qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas. Alors quand je vous raconte ça, ça peut vous paraître... C'est ça qui est intéressant, c'est quand on raconte ce genre de choses, on se dit, oui, c'est complètement dingue. Mais ce qui est intéressant, c'est d'entendre des gens dans cette procédure-là depuis 15 ou 20 ans. Et qui finalement, depuis 15 ou 20 ans, sont malheureux et continuent à gratter en se disant, ça va rentrer, pousse un peu, tourne un peu à gauche, tourne un peu à droite, ça va marcher. Il y a l'autre point qui est la culpabilité de laisser l'autre. Je ne peux pas la laisser, la pauvre, ou je ne peux pas le laisser. La culpabilité également d'avoir la sensation qu'on va détruire la famille. Ça, c'est un grand classique aussi du mari qui a trompé sa femme avec les 3/4 du village et qui dit, mais écoute chérie, oui, c'est arrivé, c'est comme ça, mais tu peux pas laisser tes enfants tout seuls, tu peux pas abandonner la famille, tu peux pas détruire tout ce qu'on a construit. Donc ces femmes viennent me voir, elles pleurent et elles me disent, ah ouais, non mais il a raison, je peux pas détruire la famille, quoi. Et moi de dire, c'était combien ? 17 ou 18 femmes ? Ah, donc là, vous voyez, il y a quelque chose qui est en tension, c'est-à-dire si je pars, je vais partir avec la culpabilité et tout sera de ma faute. Alors que finalement, c'est pas de la faute de la dame. La dame, finalement, va déclencher quelque chose, mais le déclencheur a été posé par monsieur. Bon, c'est monsieur, ça pourrait être madame. Un autre point, 7e point, on a une image à préserver. On ne veut pas avoir honte. On ne veut pas être jugé par les autres. On ne veut pas se sentir coupable. On ne veut pas être pris pour le ou la responsable de la séparation. Et ça, c'est aussi quelque chose qui revient pas mal dans les consultations. On veut préserver un peu l'image qu'on a auprès de nos parents, auprès de nos beaux-parents, auprès de nos amis. Puis pour la petite blague aussi auprès des voisins. Parce que comme dit mamie, si vous vous séparez, qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins, quoi ? Tu peux pas te séparer, quoi. Mais ça, c'est quelque chose de très important et on le comprend d'autant plus quand finalement on a caché des petites choses. Mais je vais revenir là-dessus par la suite. Et on a la déclinaison parfois qui revient. Oui, mais on ne se sépare pas parce que sache, ma chérie ou mon chéri, que on ne divorce pas chez moi. Dans certains milieux, ça se dit, ça. Oui, évidemment. Mais ça peut aussi parfois cacher la peur d'être seul. Ou que les autres pourront dire des choses de moi. Donc c'est pas forcément une histoire familiale, culturelle ou religieuse. Je pense que ça a la fonction à ce moment-là de dire en pointant du doigt à l'autre, tu ne peux pas partir de notre couple. Voilà, vous voulez connaître le secret des couples qui durent. Vous écoutez Maximilien Bachelard ce matin. Donc je vais continuer on parlait des couples tout à l'heure malheureux qui restent ensemble. Exactement. Donc un autre point, c'est la question du souci financier, la dépendance financière. Parce que divorcer, ça coûte des sous. Divorcer, c'est souvent lâcher le bien qu'on avait acheté ensemble et dans lequel on est bien. C'est déménager, c'est payer un avocat. Donc ça, c'est une raison aussi qui est quand même importante. Mais il y a aussi la croyance en l'incapacité de s'assumer financièrement. Surtout quand l'autre gagne plus. Qu'on a pris le goût à vivre dans 80 mètres carrés ou dans 150 mètres carrés et qu'on n'est pas prêt à repartir dans un studio ou un petit appart de 25 mètres carrés. Comme quand on était étudiant. Donc finalement, il peut se cacher la peur de perdre son standing ou alors de se dire mais je vais peut-être pas pouvoir m'assumer en fait personnellement. Et ça, c'est des questions concrètes qu'on peut pas retirer aux gens. Il y a la peur d'être seul qui est quand même fondamentalement qui revient sur le devant de la scène régulièrement et comme je dis parfois d'être bouffé par ses bergers allemands après avoir ingéré. Là, j'ai pas compris là. La peur d'être. Tu connais pas ça, Philippe. Alors, Philippe, l'idée c'est. J'ai pas la ref. Si je me rappelle plus d'où ça vient. Mais il y a la première image que je donne, c'est la peur d'être bouffé par ces bergers allemands. C'est je suis tout seul. Et puis c'est tellement la solitude et l'angoisse que les chiens se mettent à me bouffer parce que j'ai personne, je suis en lien avec personne. La deuxième image qui vient, c'est la solitude en ingérant des pots de glace devant la télé. Et ça, c'est Bridget Jones. Mais évidemment, pour les petits jeunes, ils savent même plus qui c'est. Voilà, faut pas l'oublier ça. Ça fait très années 90. Hein. Oui, et c'est à mettre avec Brie Van de Kamp d'ailleurs dans les images à mettre sur les vidéos. Donc cette peur d'être seul, elle va souvent avec la peur de ne pas trouver mieux. Mais ce qui est marrant, parce que si vous vous dites je vais pas trouver mieux, ça veut dire qu'en fait vous pouvez pas être seul.
Bon. Un autre point qui est la peur de la nouveauté, de l'aventure, de la perte de nos repères. Et c'est normal quand ça fait 10, 15 ou 20 ans qu'on est dans un endroit, ça vient jouer. La peur aussi, et ça c'est un élément plus compliqué, qui est moins concret, la peur de dévoiler les secrets du couple. De passer notamment pour une idiote qui a accepté les infidélités, par exemple, de son mari depuis 10 ans. Parce que quand on veut lui dire pourquoi vous êtes séparés, eh bien, il y a des femmes qui me disent « Mais moi, si je me sépare, je suis à 2 doigts de le faire, mais on va me demander pourquoi. » Et ça va être compliqué pour moi parce que je vais vraiment passer pour une idiote qui a accepté tout ça, de se faire humilier. Donc, d'une certaine manière, elle se protège, mais parfois, elle protège le conjoint qu'elle veut larguer, même qu'elle déteste. Et ça peut perdurer après la séparation, notamment pour protéger les enfants. Si on se sépare, les enfants vont pas forcément le savoir pourquoi maintenant, mais ils le sauront à un moment donné que leur père, finalement, il a été infidèle toute sa vie. Donc, protection qui peut paraître bête, on se sépare pas. On se sépare pas, donc ça veut dire on a un secret à tenir, c'est pas de ma faute, mais il faut que je le tienne pour la protection de mon entourage. Ça va souvent de pair avec ne pas vouloir donner raison aux parents ou à ceux qui nous disaient de partir, en fait. On n'a pas envie, maman, elle m'avait dit il y a 20 ans que c'était vraiment un idiot, et je suis en froid avec elle, et enfin, je vais me sentir un peu bête d'aller retourner lui dire bonjour et de lui dire que je me suis séparé et que tout ce qu'elle a dit, c'est bien produit. Pour terminer sur ces points-là, donc là, on va aller vers une punchline. Souvent, on croit qu'on a ce qu'on mérite, donc on mérite pas mieux. En fait, la vérité, c'est pas qu'on a ce qu'on mérite, mais qu'on a ce qu'on croit qu'on mérite. Et là, vous enchaînez sur la punchline que je viens de faire. Je vous cherche, Maximilien. Oui, je vois ça. Alors, on y va. J'ai le droit de plonger. Hein. Allez-y. On croit qu'on a ce que l'on mérite et qu'on ne mérite pas mieux, c'est ça ? Non, alors, on pense qu'on... Non, je la veux pour ma journée. Mais il faut que je la fasse courte. Alors, voilà, je vais essayer d'en faire une courte. Vas-y. On n'a pas ce qu'on mérite, mais on a ce qu'on croit qu'on mérite. Voilà, c'est ça. C'est plus clair ? C'est plus clair. Parce que j'étais en train de penser... Non, mais pour se dire jusqu'où je suis quand même impacté par tout ça, j'imaginais un hashtag et je me suis dit ça va être trop long. C'est grave quand même. La créativité est bloquée par le numérique. Aujourd'hui, ouais. Donc, deuxième type de couple, les couples heureux malheureux. Donc ça, c'est très particulier. Ils sont à la fois heureux et malheureux. Donc là, j'aime bien, je vais citer 4 points d'un auteur que j'apprécie énormément, qui est Jacques-Antoine Malarevitch, et qui, je vais vous citer 4 moments dans un de ses bouquins, qui sont assez connus finalement, mais qui mettent bien en valeur de quoi on parle. Donc la première, c'est grâce au mariage, chacun tente généralement sans succès de résoudre les problèmes qu'il n'aurait jamais connus s'il était resté seul de son côté. Donc c'est un couple qui a soigneusement aménagé des zones de conflit, là où d'autres ont aménagé des zones de connivence. Le couple se définit surtout par son désaccord perpétuel. Ici, l'amour n'est pas une solution, mais c'est un problème qui ne résout rien. Donc ces gens-là tournent en boucle, et il faut bien entendre qu'en fait la séparation qu'ils peuvent demander ou réclamer n'est pas entendable en fait d'une certaine manière. Au moment de devoir le faire, c'est quelque chose qui n'a pas de sens, qui n'est pas possible, comme s'ils étaient aimantés. Une autre phrase, le mariage est la meilleure façon d'accueillir quelqu'un en toute sécurité pendant quelques dizaines d'années. Ben oui, parce que finalement, il ne va pas pouvoir partir comme ça. Amour et haine se côtoient, la séparation devient impossible. Une autre phrase qui, je pense, de mémoire, on dit apocryphe, c'est-à-dire dans le mariage et dans le couple. Apocryphe, quand on ne sait pas qui est l'auteur, dont on n'est pas sûr de la source. Dans le mariage et dans le couple, l'homme et la femme ne font plus qu'un. Oui, mais lequel ? Donc, cet auteur dit que, a priori, c'est une phrase qui est attribuée à Oscar Wilde. Moi, il se trouve que quelques jours avant, j'écoutais la radio et on l'attribuait à Georges Bernard Shaw. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'un a ingéré l'autre dans le couple, l'autre peut se rebeller, mais l'auteur pose une question importante. Comment on peut opérer des siamois ? Dernier point, le mariage est souvent la moins mauvaise manière de résoudre un lien biologique par un lien non biologique. C'est l'illusion qu'en se séparant de la famille biologique, on va pouvoir recréer un espace avec quelqu'un dont le lien n'est pas du tout biologique. Et la difficulté, c'est qu'on va sceller tout ça avec un enfant, donc avec du biologique, et c'est parfois malheureusement la manière de pouvoir voir naître un problème dans notre vie à travers, comme par hasard, l'enfant. Moi, j'ai 2 questions fondamentales à poser maintenant, qui sont peut-être un peu complexes. Est-ce que tout le monde peut atteindre le bonheur ?
vraie question. On peut décliner par, on a chacun une conception du bonheur. Certains ne pourront vivre par exemple que dans la fusion, même si on peut imaginer que c'est pas vraiment un idéal. Mais si on rencontre quelqu'un qui est sur le même mode relationnel, où est le problème ? Il n'y en a pas. Deuxième chose, et ça c'est important, tous les couples peuvent-ils produire du bien-être, du bonheur, de l'épanouissement ? Pour moi, la réponse elle est non. Ça va dépendre de son mythe fondateur. Quelle est la singularité de notre rencontre ? Qu'est-ce qui explique ? Quel est le roman qui explique notre rencontre ? Ça dépend des déterminants inconscients qui fait qu'on est reliés tous les deux. Et certains couples produisent du malheur. Est-ce que c'est lié aux individus ? Est-ce que c'est lié au couple lui-même ? Ça va dépendre des situations. Mais un couple ne se forme jamais par hasard. On peut se trouver par hasard dans la rue, dans une soirée, mais on n'accroche jamais par hasard en couple. Ça pourrait presque faire une punchline. Je vais passer au couple heureux. Et parce que, évidemment, je pense à une dame, tiens... Les couples heureux et qui restent ensemble. Et qui restent ensemble, évidemment, mais ouais. je vais... Parce que ça fait 2-3 fois qu'on me pose cette question. Et j'ai rencontré une dame en consultation qui a été à un moment donné thérapeute de couple. Et elle m'a dit, au bout de 2 ans, j'ai arrêté parce que j'étais tellement écœuré, j'étais tellement empathique, tellement en difficulté, je me disais que je pouvais rien faire pour eux. Donc, je me suis rappelé, et ça date d'hier, je me suis dit, tiens, ce serait vraiment important finalement aussi de s'arrêter sur ce qui pourrait permettre de faire fonctionner les couples. Parce qu'évidemment, c'est pas ce que je vois forcément en consultation. Non, parce que vous, en général, les couples qui vont bien vont... Oui, mais c'est aussi des leviers sur lesquels je peux les faire travailler. Et en fait, j'ai pas que des couples qui sont en état de catastrophe. Les couples peuvent avoir des éléments qui fonctionnent bien et puis d'autres moins bien. On dit que le bonheur ne fait pas de bruit d'ailleurs. C'est une belle phrase. Souvent, donc finalement... Ouais. Alors, je vais vous donner quelques points. Il y a santé et longévité dans le couple quand on sait un peu qui on est. J'ai tendance à me dire de plus en plus que les gens sont attirés par des corps et finalement, ne sachant pas qui ils sont, ils ont du mal à savoir qu'est-ce qu'ils ont en face d'eux et à ne plus réussir à déblayer d'où provient le problème. Alors, quand on sait qui on est, qu'on le dévoile, que l'autre fait pareil, plutôt que de s'engager trop vite avec un masque et en s'offusquant que l'autre en porte un aussi, je pense que les choses peuvent bien fonctionner. Plus on est conscient et plus on accepte notre singularité, plus on connaît nos limites, plus on connaît nos besoins, notre fonctionnement, plus ça va fonctionner. Plus on sera à même de voir notre part d'implication dans des difficultés relationnelles, plutôt que de penser perpétuellement que ça provient de l'autre. C'est savoir finalement démêler ce qu'on a ajouté dans la recette des difficultés qu'on observe dans notre quotidien. C'est fondamental ce point-là. Il y a santé et longévité dans le couple quand on s'interroge sur ce que l'on peut faire soi-même plutôt que d'accuser l'autre de manière automatique. Au lieu de râler sur sa femme qui fait pas à manger, eh bien monsieur se dit qu'après tout, c'est vrai qu'il le fait pas assez et il va le faire et il va même en trouver du plaisir. Ou à l'inverse, et je vais reprendre l'exemple fameux pour la 3e fois qu'on a commencé notre histoire Beurre FM, au lieu de râler sur son mari, madame va installer sa tringle à rideau. Voilà. En plus, c'est antiféministe de demander à son mari de le faire. Donc, elle apprend à le faire. Elle est fière d'elle-même. Elle est moins dépendante. Elle est plus accusatrice. La question, c'est pas quand est-ce qu'il va lever ses grosses fesses. C'est quand est-ce que je vais descendre à la cave chercher la perceuse pour installer la tringle à rideau. C'est plus la même chose. Il y a santé et longévité dans le couple quand on fait, quand on prend l'initiative, plutôt que de régulièrement demander ce que l'on doit faire à l'autre. 4e, il y a santé et longévité dans le couple quand on réduit le mensonge au maximum, au strict nécessaire pour protéger. On ment tous de toute manière, ainsi qu'à soi-même. Mais on n'est pas obligé de trahir, et encore moins en public, et encore moins de manière intentionnelle. Mais ça va nécessiter une forme d'honnêteté envers soi, une acceptation en face, même si c'est difficile. C'est-à-dire, j'ai quelque chose de difficile à te dire, mais il faut que je t'en parle. Une confiance envers le couple qui pourra en faire quelque chose, plutôt que de s'engueuler, de se battre. Et je vais terminer sur ce point par le fait que les promesses sont des mensonges auxquels on croit. Et d'autant plus quand on arrive à les faire gober à l'autre. Voilà, et nous parlons de la question, cette question de secret des couples qui durent avec Maximilien Bachelard. Un auditeur me dit, Maximilien, que c'est pas apocryphe, mais apocryphe. Oui. Voilà. C'est vrai.
Donc voilà, merci. Ça faisait hippogriffe comme dans Harry Potter. Excusez-moi, j'ai de la culture de haut niveau et de la culture populaire, et ça s'est mélangé pour un mot. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'un jour je vous emmène au musée de Harry Potter à Londres ? Apparemment, c'est super décevant quand c'est venu sur Paris. Quand ils ont fait l'expo sur Paris, apparemment, c'était bon. Ah mince, moi je voulais vous faire plaisir, ça partait d'un bon sentiment. Hein. C'est vrai, ce serait notre première sortie, Philippe, en 4 ans. Non, c'est pas vrai, on est déjà sortis ensemble. Oui. Mais vous avez dû rentrer parce que vous aviez poney, vous deviez prendre votre tisane tôt, Maximilien. Exactement. Bon, exactement. Apocryphe dont on ne connaît pas l'origine. Alors, un autre point, parce qu'on va reprendre quand même. On parle des couples heureux qui restent ensemble. Voilà, qui durent. Donc, il y a santé dans le couple et longévité quand on arrête de vouloir trop changer l'autre, ou que ça devient cette envie de changer trop sérieux, dramatique, si l'autre ne change pas. Il y a santé et longévité dans le couple quand il y a de l'humour et pas de la méchanceté, pas du cynisme, pas une agressivité cachée envers l'autre, mais plutôt déjà une possibilité d'humour sur soi, d'autodérision, donc une capacité à regarder son propre couple et d'en sourire. Ça, c'est un indicateur important quand on peut commencer à rire, c'est-à-dire se décaler, se regarder, arrêter de se prendre au sérieux. Il y a santé et longévité dans le couple quand il y a un minimum de manque à certains endroits, un minimum d'intérêt et de curiosité. Il y a santé et longévité dans le couple quand on ose dire non, quand on ose dire la vérité plutôt qu'à éviter des conflits qui en plus n'apparaîtront peut-être pas. Il est donc préférable, je pense, de dépasser une peur de déplaire que de vouloir maintenir une image idéale ou de s'écraser pour que le couple n'explose pas. Il y a santé et longévité dans le couple quand il y a des préliminaires relationnels. Tiens, on renvoie à la vidéo. Et surtout qu'on ne s'en rend même pas compte, parce que sinon, on commence à faire la comptabilité. Et quand on fait la comptabilité dans un couple, à un moment donné, il faudra payer la note. Il y aura santé et longévité dans le couple si on pense à chérir la liberté de l'autre. Du moins qu'on y pense. Comment ne pas bloquer l'autre avec nos propres soucis. Je suis malade, je dis à ma femme de partir à sa conférence et je vais me débrouiller plutôt que de la prendre en otage. Et je suis content qu'elle soit heureuse et déculpabilisée. Je suis un grand garçon et même si je serais seul, je suis content qu'elle ne soit pas bloquée à la maison pour me materner. Pour terminer, il y a santé et longévité dans le couple. S'il peut potentiellement y avoir des limites et des possibilités d'arrêter ce couple. Plus précisément, si le couple est devenu une obligation, on peut tout y accepter, y compris l'inacceptable et le malheur alors qu'il est censé apporter plus que des solutions et des problèmes. Bien. Il y avait l'anaphore de François Hollande au cours du débat Sarkozy-Hollande, moi président. Moi chroniqueur chez BRFM. Et maintenant, il y a l'anaphore de Maximilien Bachelard qui fera date. Il y aurait santé, et que vous répétez, donc on la gardera celle-là. C'est très bien que vous fassiez un temps là, parce que là je vais passer sur un sujet un peu compliqué, un peu tendancieux. Je vais faire une démonstration un petit peu comme pour la vidéo vivre chacun chez soi. Donc je vais utiliser ça non pas pour convertir les gens, mais pour les faire réfléchir. Il y a un sujet qui revient sur le tapis quasiment tout le temps, mais qui est très relatif. Ça dépend de ce qu'on entend par fidélité. Il faut avoir une fidélité dans le couple. Je pense qu'il faut surtout avoir une fidélité dans l'attention, la tendresse, la prévenance, l'élégance et l'amour qu'on porte à l'autre. Pourquoi dans certains couples, la fidélité, par exemple, elle n'est pas sexuelle ? Dans le polyamour, dans l'échangisme, on redéfinit la fidélité autrement. On peut avoir des partenaires si c'est consenti ensemble. Pourquoi je vous parle de cela ? Parce que beaucoup de femmes, en fait, acceptent l'infidélité de leur mari. Bon, il y a celles qui ont peur d'être abandonnées, soit, mais il y a les autres. Elles l'acceptent du moment qu'ils ne leur font pas payer. Et le problème, c'est qu'on arrive souvent à un cumul de beaucoup de choses. Les femmes peuvent en fait être choquées par quoi précisément ? Parce que ça n'a pas été dit. Elles se sentent comme le dindon de la farce. Elles sont tenues pour responsables. Le mari dit oui, mais regarde, t'as pris 12 kilos depuis qu'on a les enfants, blablabla, tu me parles plus, et puis tu me fais plus mes bons petits plats, et puis à chaque fois tu fais la tête. Donc c'est pour ça que j'ai couché avec la voisine. Donc c'est de ta faute. Donc là, c'est très compliqué. Monsieur, en plus, alors qu'il est censé être heureux en ayant couché un peu partout, est en fait désagréable dans le couple. Ça passe encore moins. Et en fait, avant l'acte d'infidélité sexuelle, il avait perdu pour sa partenaire l'amour, la tendresse, la gentillesse, l'attention, la prévenance qu'il avait envers elle. Il a en fait possiblement participé à la mort du couple, parfois même pour avoir un alibi pour pouvoir justifier son infidélité. Dans les couples ouverts sexuellement et heureux,
Il n'est pas question d'aller voir ailleurs, notamment si le couple va mal. Il faut que vous compreniez ça. Ça veut dire qu'aller ailleurs, parfois, c'est venir chercher la compensation de ce qu'on n'aurait pas chez nous, alors qu'on n'a pas œuvré à ce que ça advienne. C'est tordu, hein. Mais c'est comme ça, les êtres humains. On comprend qu'un des secrets des couples fidèles ou ouverts sexuellement, c'est la question de la relation. Est-elle encore suffisamment bonne, prévenante et respectueuse ? S'il y a par exemple l'ouverture à d'autres partenaires sexuels, le respect va se décliner autrement. Il faut prévenir, il faut être prévenant dans la relation de couple de base, être tendre, avoir des attentions. Et ça renvoie à une autre émission que j'ai faite, Qu'est-ce qui tue l'amour dans le couple ? 203 000 vues, c'est ça ? Oui, à peu près. Au moins, sans les taxes. Je renvoie, exactement, c'est normal. Je reviens sur la question de la trahison, c'est une notion importante. La santé du couple, finalement, comme on dit souvent, c'est la communication. Mais plus concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que quand on est face à un partenaire qui ne dit rien, c'est compliqué. Il faut aussi savoir dire non plutôt que de dire oui à tout, comme un pantin, pour séduire, pour faire plaisir, pour obtenir la paix ou le silence, pour ensuite râler ou mal se comporter. Parfois, les gens disent des choses comme oui, et après ils font payer. Ils deviennent méchants, deviennent colériques, et ça use le couple car il y a une incohérence entre ce que je dis et ce que je fais. Ça vient éroder le couple et ça crée une insécurité. Individuellement, l'incohérence que l'on vit nous met mal à l'aise et l'autre devient un exutoire car il nous rappelle qu'on n'est pas authentique. Et la boucle est bouclée. Maintenant, pour conclure, et ça va être important, ce petit laïus, parce qu'il m'est venu après en ayant un petit peu digéré la rédaction de cette émission. Fidélité et bonheur, c'est deux objectifs chéris par tous les couples et les célibataires en quête de vie parfaite. Je pense que ces deux obsessions sont devenues des chaînes à la liberté de créer, de rêver et de s'inventer soi-même. Ou peut-être est-ce l'inverse, l'impossibilité de s'inventer menant à ces deux quêtes. Que l'autre ne me trompe jamais et que je sois le plus heureux du monde, ou c'est de ta faute si je suis malheureux ou malheureuse. Le couple, c'est un montage dans toutes les sociétés destiné à instituer la filiation dont les modalités sont sous la responsabilité de l'État, contrairement à la sexualité. On peut donc rappeler que la sexualité est aussi une affaire privée, à l'heure où on a tendance à juger de plus en plus les actions intimes des autres. Avec le temps, le couple est devenu un montage où nous venons y projeter nos colères, nos espoirs, répéter nos frustrations, nos questions existentielles. L'injonction au bonheur et à la réalisation de soi est une idéologie moderniste qui fait énormément de dégâts. C'est tout nouveau qu'il faille être heureux dans un couple et épanoui. C'est une obligation qui flotte dans l'air du temps. Et les gens exigent cela, y compris à leurs partenaires, comme si on leur devait. On peut facilement y trouver un otage parfait, dont on dira à qui voudra l'entendre, qu'il est en fait la source de tous nos malheurs. Et cela manque parfois d'un peu d'air, de légèreté, de relâchement, de sobriété, de simplicité. On attend parfois trop du couple et pas assez de soi finalement. On voit tant de couples malheureux, tant de familles dans le mal-être perpétuel, des enfants qui souffrent, des violences conjugales, des hommes violents, des femmes qui viennent se confier chez le psy. Finalement, n'est-ce pas aussi parce qu'il y a une obligation de croire et de rester dans une case ? Ma question, elle reste toute ouverte. Bien. Il ne faut pas rester dans des cases. Il faut sortir de ces cases. Maximilien Bachelard, le secret des couples qui durent. Oui. Je fais un petit coucou et je remercie tous les auditeurs et les auditrices qui m'ont écouté durant 4 ans. Merci pour vos messages privés, pour vos commentaires en ligne. Ça a été une aventure qui était très importante pour moi et je me rends compte que ça fait déjà 4 ans. Déjà ? Ouais, ça fait déjà 4 ans. Mais vous pouvez commenter la vidéo. Surtout, et Maximilien vous répondra. Le succès des couples qui durent, vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous pouvez revoir la vidéo sur notre chaîne YouTube et passer une bonne journée santé sur Beurre FM.